beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu favorablement à notre demande et d'auditionner devant les parlementaires qui vont plancher dans les semaines et les mois qui viennent sur le projet de loi déposé par le gouvernement ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Vous êtes les uns et les autres représentants des associations qui regroupent les familles ou les enfants, les familles adoptantes ou les enfants adoptés. Donc, je vais vous donner la parole donc, à chacune de vos associations. Vous êtes 4. Vous aurez 10 minutes chacun. Je vais vous présenter maintenant collectivement et je vous remercie de tenir, s'il vous plaît, quel que soit le partage que vous faites, si vous êtes plusieurs dans l'association entre vous, de tenir dans ce timing, s'il vous plaît. Donc, Madame Nathalie Parent, vous êtes présidente d'Enfance et Familles d'Adoption. Merci d'être venue. Monsieur Marc Lasserre, vous êtes président du Mouvement pour l'Adoption sans frontières. Vous êtes accompagné de Jacques Chaumillier, vice-président. Madame Hélène Charbonnier, vous êtes présidente de Racine Coréenne et vous êtes présidente du Conseil national des adoptés, je crois, qui rassemble plusieurs associations. Et Madame Cécile Février, vous êtes présidente de la Voix des adoptés. On va commencer par vous, Madame Parent, pour 10 minutes. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de me recevoir au nom des 9000 familles actuellement adhérentes à EFA et des 200 000 enfants adoptés dont les parents ont rejoint notre association depuis sa création il y a 60 ans. Ces 9000 familles sont constituées de familles adoptives, de candidats à l'adoption et d'adoptés majeurs. En quelques mots, EFA est un mouvement apolitique, laïque et indépendant qui regroupe 93 associations départementales. Dans une majorité de départements, nous siégeons dans les conseils de famille des pupilles de l'État, dans les commissions d'agrément, des conseils généraux. Au niveau national, nous sommes membres du Conseil supérieur de l'adoption, du Conseil national d'accès aux origines personnelles et du comité du suivi de l'Agence française de l'adoption. Aujourd'hui, certaines de ces familles s'inquiètent d'une évolution des schémas familiaux qui bousculent leur représentation. D'autres y voient la possibilité de proposer une palette élargie de familles à des enfants qui attendent. D'autres encore hésitent, oscillent, s'interrogent ou n'ont pas d'opinion. Néanmoins, une conviction fait consensus. Nul n'a le droit d'instrumentaliser les enfants, de les brandir comme des étendards, que ce soit par ceux qui s'opposent à l'évolution législative ou ceux qui la soutiennent. Le regard de la société française sur l'homosexualité s'est modifié depuis 1998. Lors de la dernière élection présidentielle, une majorité s'est dégagée pour choisir un programme incluant le principe du mariage et de l'adoption par les couples de même sexe. Néanmoins, homosexualité et homoparentalité ne sont pas confondus. Si le mariage fait toujours majorité, l'adoption ne réunirait pas autant de suffrages. Il ne va pas de soi, une fois changées les conditions de mariage, que celles de l'adoption conjointe demeurent les mêmes, c'est-à-dire ouvertes à tous les couples mariés, y compris ceux de main de même sexe. D'autant que si le mariage concerne des adultes qui veulent faire reconnaître leur volonté d'en assumer entièrement les droits et obligations, l'adoption met l'enfant et son intérêt au cœur de l'institution. Priorité est donnée à son épanouissement et à sa construction dans sa famille, mais aussi à son devenir et donc à son intégration dans la société. C'est donc bien l'intérêt de l'enfant privé de famille qu'il convient de protéger et non la revendication d'un droit à l'enfant des adultes qu'il faudrait satisfaire. Il s'agit bien ici du droit de l'enfant à avoir une famille, mesure de protection de l'enfance pour un enfant qui en est dépourvu, tel que prévu dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Aujourd'hui, parmi les titulaires d'agrément, il se trouve des personnes homosexuelles, seules ou en couple. Il est en effet illégal de les exclure de cette procédure préalable et obligatoire puisque la loi ne distingue pas entre célibataires et couples non mariés et ne discrimine pas entre les orientations sexuelles des demandeurs. EFA accompagne donc déjà sans discrimination chaque couple parental et chaque personne célibataire avant et après l'adoption. Aujourd'hui, on ne peut que constater et regretter que les couples non mariés, quels qu'ils soient, sollicitent un agrément en taisant le plus souvent une partie de leur vie. Si l'on souhaite que l'adoption soit réellement prononcée au bénéfice de l'enfant, on ne peut accepter l'idée qu'il vive avec le partenaire, entre guillemets, de son parent, si celui-ci n'est pas entièrement partie prenante, s'il n'est pas préparé lui aussi et que ses capacités parentales n'ont pas été vérifiées. Et cela pose la question de la valeur de l'agrément. Quelle préparation avant qu'il ne soit délivré? Quelles aides et accompagnements lorsque le projet devient réalité et que l'enfant arrive avec ses particularités, ses attentes?
être pour ou contre n'a pas de raison d'être et doit être dépassé pour remettre l'enfant au cœur des préoccupations. C'est bien pour lui que l'adoption a été créée et c'est bien lui qui la vit au quotidien dans sa famille et dans la société. Plus qu'une égalité de droits entre les adultes, nous devons garantir les droits de l'enfant privé de famille. La filiation par adoption doit demeurer égale à tout autre. Pour que les enfants aient les mêmes droits, le législateur s'est attaché depuis 1966 à parfaire l'égalité entre les filiations, quel qu'en soit leur mode d'établissement. Il est donc impensable que l'actuel projet de loi vienne introduire une quelconque discrimination. S'il s'avère nécessaire de modifier l'attribution du nom de famille, il est indispensable que la règle générale applicable à toutes les filiations puisse se décliner dans tous les cas. Si l'on doit changer la règle pour les enfants adoptés, alors il convient de l'appliquer également aux enfants biologiques. Articles 2 et 3 du projet de loi. Le besoin de l'enfant est bien d'avoir une famille pensée pour lui, organisée à partir de lui et autour de lui. C'est à partir du projet de vie de chaque enfant, intégrant son histoire, ses besoins, ses attentes, ses désirs, que doit être choisie une famille. On a pu constater que dans d'autres pays autour de nous, des enfants à besoins spécifiques peuvent plus aisément trouver une famille lorsque la palette des schémas familiaux envisagés est élargie et qu'un accompagnement adapté est mis en place. Chaque candidature doit par conséquent être évaluée dans sa configuration réelle. Il est aujourd'hui urgent d'adapter le système français de l'adoption à l'évolution du profil des enfants, ainsi qu'aux exigences des pays d'origine. Et cela nécessite une véritable préparation des candidats. Tous les candidats doivent pouvoir élaborer, au cours de l'agrément, un projet familial clair dans lequel l'enfant pourra se construire. Les responsables légaux des enfants adoptables, en France comme à l'étranger, doivent pouvoir faire pour eux des choix éclairés, basés sur une transparence des projets parentaux. Au-delà de sa famille, l'enfant adopté a besoin de s'inscrire dans la société qui l'entoure. Or, le débat actuel risque d'accentuer les discriminations. Les propos entendus ces derniers temps sont déjà profondément choquants pour tous les enfants adoptés et encore plus pour les enfants actuellement élevés par des parents de même sexe. Les enfants qui, demain, seraient adoptés par ces couples risqueraient de se voir rajouter aux discriminations qu'ils subissent parfois, pour cause de différences ethniques par exemple, d'autres formes de discrimination, voire d'exclusion, du fait d'avoir deux parents de même sexe. Ces questions devront être abordées avec les candidats à l'adoption pour s'assurer d'une capacité d'empathie avec l'enfant et réfléchir aux accompagnements adéquats. Aujourd'hui, les professionnels issus des mêmes écoles se font la guerre par médias interposés. C'est aux élus de la République et à travers eux à la société dans son ensemble de rendre aux enfants les droits qui leur reviennent. L'adoption est avant tout une mesure de protection de l'enfance, une réponse aux besoins de l'enfant. Elle ne peut être regardée comme la réponse ni à la générosité, ni à la stérilité médicale ou sociale. Nous ne pouvons être les seuls à défendre une adoption qui profite aux enfants. EFA considère qu'il n'est pas possible de réduire ce débat de société complexe à une revendication d'adultes, ni à la défense d'un schéma familial unique. La réflexion doit porter sur certains nombres de points qui aujourd'hui sont trop souvent laissés de côté dans un climat très passionnel. Il est primordial de permettre à tous les candidats d'élaborer et de mener à terme un projet transparent pour tous ceux qui ont en charge le devenir des enfants privés de famille et pour leur permettre de préparer l'enfant à la réalité de son adoption. Il est essentiel de leur délivrer une information réaliste qui permette la mise en adéquation des projets des candidats avec les besoins des enfants adoptables en France et à l'étranger. Il est indispensable d'intégrer dans les formations des professionnels une information sur les différents schémas familiaux qui seraient reconnus par la loi et sur leurs spécificités. Et il est fondamental de veiller à ce que l'enfant ne soit pas victime de discrimination du fait de sa configuration familiale. Il est pour nous urgent d'adapter le système français de l'adoption à l'évolution du profil des enfants confiés en France et à l'étranger, ainsi qu'aux exigences des pays d'origine, afin de rechercher pour eux les familles, quelles qu'elles soient, dont ils ont besoin, et de pouvoir accompagner toutes les familles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Parent. Monsieur Lasserre, je vous en prie. Merci. Merci tout d'abord de nous recevoir. Le mouvement pour l'adoption sans frontières est donc une deuxième association de parents qui a plus vocation à s'intéresser à l'adoption internationale et qui fédère aujourd'hui 8 associations de parents qui ont adopté dans un pays, associations qu'on dénomme généralement associations par pays d'origine et qui regroupent environ 3000 familles qui ont donc adopté principalement à l'international. Nous sommes invités aujourd'hui dans le cadre d'un projet de loi qui entend autoriser le mariage aux couples gays et lesbiens et qui, par relation, souhaite également modifier les conditions de l'adoption. Nous ne souhaitons pas, au sein du MASF,
qui regroupe donc plusieurs associations, nous prononcer sur la question du mariage des couples gays et lesbiens, puisque c'est, je dirais, en dehors de notre activité. En revanche, nous voudrions vous faire part de nous exprimer votre position sur l'adoption par des familles homoparentales. Alors la première chose, et nous sommes tout à fait en ligne avec EFA, c'est que l'adoption est une institution qui doit permettre à un enfant privé de famille, à la naissance ou plus tardivement, de trouver une famille où il pourra s'épanouir et grandir. Les familles dans l'incapacité d'avoir un enfant biologique n'ont pas droit à un enfant, qu'elles soient monoparentales, homoparentales, hétéroparentales. Elles ont la possibilité de demander un agrément et si leur agrément leur est donné, eh bien, elles peuvent se voir confier un enfant en adoption. Le MASF souhaite attirer l'attention de la Commission sur les conséquences réelles des mesures envisagées, en particulier à l'international. En effet, ce projet de loi intervient alors que l'adoption à l'international par des familles françaises, qui est le principal sujet d'intérêt de notre mouvement, traverse une grave crise et que rien ne permet de penser qu'un projet construit existe à ce jour afin de mettre fin aux problèmes que rencontre l'adoption internationale en France. S'agissant de l'homoparentalité et de l'adoption nationale, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les conseils de famille qui statuent au sein de l'aide sociale à l'enfance privilégient les couples mariés, stables et n'attribuent quasiment jamais d'enfants à des célibataires. La question est de savoir si, s'agissant d'environ 800 enfants qui sont adoptés en France, comment les choses évolueront. Dans l'intérêt de l'enfant, comment seront appréciées les qualités relatives des familles monoparentales, homoparentales ou hétéroparentales? Quels moyens seront attribués et alloués à la préparation à la fois des enfants, mais aussi des familles, ainsi qu'au suivi après l'adoption. Le MASF entend défendre les familles adoptives dans leur pluralité et espère que le projet de loi ne donnera pas lieu, dans sa mise en œuvre, à une sorte de classement, qu'il soit officiel ou non, entre les différentes familles. Dans les pays ayant autorisé l'adoption par une famille homoparentale en Europe, on observe infiniment peu d'adoption nationale, puisque dans un pays qui est la Belgique, qui est un des pays qui a été un des premiers à permettre l'adoption homoparentale, il y a eu depuis 2006 seulement 9 enfants qui ont été adoptés. Je laisse peut-être à Jacques Chaumillier vous donner notre position s'agissant de l'adoption internationale. Monsieur Chaumillier, je vous en prie. Merci. Concernant l'adoption internationale, il faut bien voir, la première chose que je voudrais porter à votre connaissance, c'est la diminution tout à fait impressionnante du nombre d'adoptions internationales en quelques années. En 2006, il y avait à peu près 4000 adoptions internationales. L'année dernière, il y en avait 2000 et cette année, on s'attend à ce qu'il y en ait entre 1200 et 1500. Et dans les discours qu'on entend pour expliquer cette chute, on nous explique qu'il y a de moins en moins d'enfants adoptables, juridiquement adoptables dans les pays d'origine, et le MASF s'inscrit en faux contre cette vision-là. Je prendrai un seul exemple, la Russie. Des personnes tout à fait formées et autorisées estiment que le nombre d'enfants juridiquement adoptables en Russie est de l'ordre de 160 000 enfants dans les orphelinats, enfants qui n'arrivent pas à faire adopter, au point que parfois, dans les brochures de publicité de certaines lignes aériennes russes, vous trouvez une page de publicité avec les photos d'enfants en demandant à des familles si elles veulent bien les adopter. Donc je crois que la démonstration est faite que ce discours-là qu'on entend partout est complètement erroné. Alors, sur l'ouverture de l'adoption internationale auprès des couples homosexuels, on ne voit pas très bien quels sont les pays qui vont autoriser cela très facilement. Nous avons essayé de faire un petit peu le répertoire de tous ces deux pays. Les seuls qui l'autorisent, à notre connaissance, ce sont l'Afrique du Sud et le Brésil. Certains l'interdisent explicitement sous différentes façons dans leurs droits et tous les autres l'interdisent de fait dans leurs pratiques. Et l'un des effets pervers qu'on peut craindre, c'est que supposons qu'un ou une célibataire adopte dans un pays d'origine, revienne en France et se marie, que ça soit connu dans le pays d'origine, on peut craindre les effets boomerang qui viendraient à ce moment-là couper l'adoption internationale pour la totalité des célibataires. Il nous semble donc important de profiter de cette ouverture d'un nouveau texte de loi pour revoir un certain nombre de dispositions concernant l'adoption internationale et en particulier le problème du double nom auquel nous sommes confrontés.
lorsque la loi a été modifiée en janvier 2005, les enfants nés avant ont eu un créneau, je ne sais plus, quelques années, pour autant que je me souvienne, pour faire changer le nom de leur nom. Ils pouvaient accoler le nom du père et de la mère. Et comme il n'était pas prévu que ce soit ouvert aux familles adoptives, ceux-ci sont dans l'impossibilité à l'heure actuelle de profiter des effets de cette loi. Donc ça, c'est une demande que nous faisons. Et on insiste également sur le statut protecteur de l'adoption plénière qui nous semble, en tout cas à l'international, une protection bien supérieure à ce que peut être la plénière. Je prendrai un seul exemple. À l'heure actuelle, il y a à peu près 600 enfants qui sont d'origine haïtienne, qui sont arrivés en France. Et alors on peut débattre à l'infini pour savoir si la forme haïtienne est une simple ou plénière. Dans les faits, en termes de protection de l'enfant, nous faisons l'analyse qu'elle est plus proche de la plénière française que de la simple française. Et les tribunaux, dans l'ensemble, refusent de reconnaître la transcription de cette simple en plénière, alors que c'est prévu dans le Code civil français et dans la Convention de La Haye. Donc la seule solution, elle est entre les mains du législateur et nous espérons que vous profiterez de cette occasion pour modifier cet état de choses. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chemelier. Je voudrais juste finalement, oui, je vous en pour prie, conclure, si vous me permettez, non, je vous en prie. Et dans le délai qui nous est imparti, exact. vous indiquez que pour nous, et nous en félicitons, nous pensons que en fait la seule chose que permet aujourd'hui dans l'état actuel de la situation internationale et nationale le projet de loi, c'est de permettre la possibilité d'adopter l'enfant du conjoint. Et nous pensons que là, en revanche, il s'agit d'une réelle avancée. Nous pensons que dans ce cas, ce sera une adoption simple. En effet, aujourd'hui, comme vous l'a dit, il y a beaucoup de familles homoparentales qui ont adopté. Selon les chiffres publiés par certaines personnes, il y aurait à peu près entre 50 000 et environ, on va dire, 50 000 enfants dans ce cas. Ce qui me paraît intéressant, c'est de dire que grâce au projet de loi, on donnera un statut au second parent et donc une sécurité aux enfants. Et ça nous paraît primordial. Donc, on viendra en fait ici combler un vide juridique dans lequel se trouvent aujourd'hui de nombreuses familles homoparentales. Je voudrais également, avant de finir, et conformément à ce que disait Jacques Chomillier, vous rappeler qu'il y a aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée une proposition de loi sur l'enfance délaissée. Et nous souhaiterions, nous, MASF, que dans le cadre du projet de loi qui est entièrement débattu, on n'oublie pas cette proposition de loi dans la mesure où, premièrement, elle permettait une réforme de l'article 350 du Code civil qui permet à des enfants délaissés de bénéficier du statut de pupille de l'État, qui est un préalable ou non à l'adoption. Donc nous pensons que ce statut de pupille de l'État est un statut protecteur de l'enfance. Donc nous pensons que c'est peut-être le moment de s'en occuper. Cette proposition de loi prévoyait également un aménagement de la procédure d'agrément avec une meilleure information des parents dans le cadre de la procédure, ce que nous ne pouvons que nous féliciter. Alors, certes, on pourrait demander aux législateurs, et on vous incite vivement à faire en sorte que cette proposition, qui ne faisait l'objet que d'expérimentation dans certains départements, puisse être plus largement mise en place, car nous pensons vraiment qu'aujourd'hui, l'une des faiblesses de notre système d'adoption, c'est le faible niveau d'information des parents avant de partir dans ce magnifique projet. Dernière chose, le projet de loi permet également d'allonger la procédure d'agrément, et encore une fois, je crois qu'on est dans le réel, et ça permettrait justement de faire en sorte que l'agrément passe de 5 à 6 ans lorsque une famille a obtenu un apparentement avec un enfant. Dernier point, s'agissant plus de l'international, cette proposition de loi prévoyait que l'AFA, l'Agence française de l'adoption, dont on critique souvent le manque de chiffres, puisse être plus efficace, puisqu'elle prévoit que l'AFA pourrait faire des actions de coopération. Et ma foi, c'est quelque chose qui lui permettrait sans doute d'avoir un vrai réseau à l'international, réseau qu'elle n'a pas aujourd'hui et qui est peut-être l'une des principales origines de la faiblesse de son efficacité. Merci. Merci, Monsieur Lasserre. 10 minutes tout pile, bravo. Madame Charbonnier, excusez-moi. Bonsoir, Madame Charbonnier, pour Racine Coréenne, je vous en prie. À vous la parole. Donc, je représente l'association Racine Coréenne. Donc, c'est une association qui a été fondée il y a presque 20 ans, en février 1995. On est presque 13 000 adoptés d'origine coréenne en France et 200 000 dans le monde. On est membre du Conseil supérieur de l'adoption.
Et je suis effectivement également présidente du Conseil national des adoptés, qui n'est pas une fédération d'associations, mais qui relève d'une initiative propre à 3 adoptés en poste, ils sont chacun actuellement présidents d'autres associations. Et Cécile Février en est la secrétaire générale. Et cette association s'attache notamment à faire évoluer la post-adoption, tous les travaux en direction de la post-adoption. Alors, en préalable, quelques petits rappels. Il y a eu en 2007 le rapport mené par Jean-Marie Colombani, qui, parce qu'il a sollicité Racines coréennes pour avoir leur avis, a été peut-être l'une des premières initiatives en notre direction, dans le sens où nous avions enfin l'opportunité de pouvoir nous exprimer et de donner notre parole et notre vision de l'adoption, parce qu'effectivement, dans une initiative d'association pas d'enfants adoptés, mais de personnes adultes ayant été adoptées, il est normal de se dire que ces personnes-là puissent se sentir concernées par tout ce qui a trait directement à l'adoption. Alors, il est évident qu'il y a encore beaucoup de travail à faire concernant le système actuel de l'adoption. Les discours précédents l'ont bien montré. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on peut quand même indiquer que, évidemment, les postulants, les professionnels ont pu évoluer depuis ces dernières années au sein de référentiels de mieux en mieux pensés, structurés, qu'il y a une prise de conscience aussi que quand nous, on est adopté, il y a certains facteurs de risque, une rupture familiale, un décès, un divorce, qui a une prise en considération justement de possibles divers degrés de vulnérabilité chez les personnes ayant été adoptées. Par exemple, on peut en apparence paraître tout à fait bien dans notre peau et avoir un bon boulot, et il n'empêche que intimement on peut être complètement dans le chaos. Donc présupposer une vulnérabilité, mesurer une fragilité chez quelqu'un qui a été adopté, bien c'est quelque chose qui est relativement complexe, et donc en préjuger rapidement avec des raccourcis, c'est quand même un petit peu dommage. Dans ce qui a beaucoup évolué aussi dernièrement, c'est la reconnaissance à notre égard de notre inéluctable attachement à nos origines et de ce qui est fondateur de notre propre construction identitaire. Une précision pour aussi quand même un petit peu recadrer les choses par rapport à notre ressenti, qui est quand même très très important, c'est que s'il vous plaît, de faire bien attention à l'emploi du mot géniteur. Nous interrogeons de savoir si, par exemple, une personne qui a contribué à la fécondation d'un enfant n'est pas simplement un géniteur, mais devient de fait un parent. Et j'indique cela en pensant précisément aux éventuels futurs cas de PMA ou aux cas de PMA qui ont été le cas par le passé. Parce que à partir du moment où un géniteur, même s'il est anonyme et donneur de sperme, il sait très bien que c'est dans le cadre d'un projet visant à donner naissance à un enfant qu'il est donneur de sperme. Et donc, est-ce qu'il n'est pas de fait parent du simple fait qu'il participe à un projet menant à une fécondation? Et nous, en fait, dans notre langage du quotidien, on ne parle pas trop de géniteurs, on parle déjà de parents biologiques. Donc quand on parle de nos parents d'origine, on parle de parents biologiques. Et donc dans parents biologiques, dans ces deux mots, il y a effectivement le mot parent. Alors dernièrement aussi, et peut-être à tort aujourd'hui, il y a quand même eu effectivement un recentrage sur les préoccupations, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et on regrette qu'aujourd'hui ce soit quand même largement utilisé à des fins quasi politiques. Alors, notre positionnement dans le contexte actuel, il est plutôt de s'interroger, de demander des choses dans le sens où on souhaiterait qu'on évite de généraliser, qu'on arrête de généraliser à partir d'études, qu'on arrête de généraliser sur la pseudo-vulnérabilité ou fragilité des enfants. Et puis on aimerait que tout le monde essaye de conserver une distance par rapport aux propos liés à l'adoption, dans le sens où l'adoption c'est forcément permettre à un enfant d'avoir une famille. Donc
quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, adopter, c'est motivé. C'est un moyen d'accéder à la parentalité du fait qu'une personne seule ou en couple ne peut pas féconder. Donc, à la base, c'est ça quand même le motif premier de l'adoption. Et donc, c'est pour ça que le rapprochement est rapidement fait vers le droit à l'enfant et vers l'oubli finalement de la place de l'enfant. Alors, dans les points de réflexion qui sont remontés par nos membres, je pense que je suis en train de déborder le temps. Bon, ça va. Il y avait la première inquiétude ou interrogation, c'était lié à l'éventualité qu'il y ait un amendement concernant l'AMP, parce que dans le cas justement où il y ait un donneur anonyme, c'est peut-être l'élément qui interroge le plus nos membres, dans le sens où, au-delà d'un point de contrainte d'ordre médical, il y ait de manière préméditée et délibérée le fait de féconder un enfant qui est à l'avance de savoir que cet enfant aura un X sur l'identité de son père biologique. Donc c'est en ce sens-là où, parce qu'il y a une situation de fait prémédité et qu'à l'avance on sait que dans le futur projet parental, il y aura une part d'anonymat sur l'identité du donneur de sperme masculin, en l'occurrence, dans cet exemple que je cite, nous c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, quoi. Deuxième point, évidemment, quand on se place du point de vue de l'enfant, on peut, par exemple, nous on a vu tous ce film Starbuck où on voit dans ce film que, par exemple, quand on est un enfant, on se pose de fait la question de savoir si on a, par exemple, des frères ou des sœurs. Donc tout ça, c'est pour dire que nous, quand on est un adopté, on s'interroge sur nos origines, l'accès à nos origines, sur l'identité éventuelle de nos géniteurs, de savoir si on a des frères et des sœurs et à qui on ressemble. Donc la question de base chez nous, c'est ça. On a évidemment l'interrogation que cette loi puisse être évidemment juste. C'est pour ça que peut-être dans l'étude d'impact, on aurait aimé qu'il y ait peut-être un état relativement clair en liste des diverses catégories d'enfants, les enfants naturels, biologiques, nés par AMP, les enfants nés par GPA, et en réponse, quelles sont, en quoi le projet de loi apporte des réponses à ces situations actuelles où on n'en apporte pas. Mais on aurait aimé peut-être avoir un diaporama relativement clair par situation, mais du point de vue de l'enfant et du point de vue de la situation des enfants. Alors dans les interrogations aussi, on se dit qu'effectivement, ce projet de loi est-il vraiment égalitaire? Pourquoi faudrait-il ou pas l'ouvrir à la PMA ou à la GPA? Est-ce que c'est pas paradoxal quelque part de souhaiter de prôner l'égalité alors que justement on peut considérer que l'AMP ou le GPA est aussi un moyen d'accéder à la parentalité, mais pour autant est-ce que la loi doit être au-dessus d'un certain nombre de préoccupations d'ordre éthique? Donc il y a un petit malaise et une petite ambiguïté à ce niveau-là. Ce qui nous concerne en premier chef, en tout cas, pour conclure, c'est qu'effectivement, il faut bien toujours faire attention à ce que l'égalité entre les couples puisse s'équilibrer avec l'intérieur supérieur de l'enfant. En aucun cas, il s'agit de faire passer un désir d'enfant avant l'intérieur supérieur de l'enfant. Sur la suppression des mots père et mère qui a fait grand bruit, alors on a un petit peu entendu de tout. In fine, dans le projet à la lecture, on voit que la disparition ça sera effective quand nécessaire. Et c'est vrai qu'il nous manque peut-être des précisions pour essayer de déterminer quand est-ce que c'est nécessaire. Et c'est ainsi que les arguments indiquant qu'il n'y aura pas d'impact du fait du remplacement par le mot parent, nous, on n'est pas forcément très convaincus parce que peut-être l'étude d'impact n'était pas assez circonstanciée à ce niveau-là pour pouvoir mesurer, à tel article, on a supprimé le mot
père, mère remplacés par parents représentants légal, mais du coup ça n'a pas d'impact parce que voilà. Donc nous, on n'est pas des juristes, donc c'est vrai que du coup on n'était pas forcément, enfin on reste interrogatif à ce sujet-là. Très Alors bien. oui. Vous avez encore 2 mots à dire? Non, allez-y. Non, mais c'est bon, je Non, peux c'est passer la bon. parole. Sinon, vous développerez dans les réponses aux D'accord. questions qui vous Ok. sont posées. Madame Février, je vous en prie. Monsieur le rapporteur, Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir invité l'association Les Voix des Adoptés, puisqu'aujourd'hui, avec les associations de parents adoptifs et d'adoptés, vous entrez dans la réalité de l'adoption vécue de l'intérieur au quotidien. Contrairement aux théories scientifiques et psychologiques que vous avez pu entendre ces derniers jours, aujourd'hui, nous, les adoptés, nous pouvons parler de ce que nous vivons, ressentons et souhaitons dans le cadre de l'adoption. En effet, qui mieux que nous pouvons nous exprimer à ce sujet? Ne sommes-nous pas les principaux concernés sur toutes les questions de l'adoption, par exemple des projets de loi? C'est en cela qu'actuellement nous sommes à la fois heureux et tristes. En effet, heureux puisque l'adoption est mise sur la place publique et enfin la parole des adoptés est écoutée. Triste parce que ce projet de loi fait de l'ombre à plein d'autres problématiques liées à l'adoption sur lesquelles nous pouvons statuer également. Triste aussi parce que nous regrettons les amalgames et les récupérations de notre parole et de notre statut d'adopté. Notre association, La Voix des Adoptés, existe depuis 2005, c'est-à-dire depuis presque 10 ans. De manière apolitique et laïque, nous travaillons auprès des adoptés et de leurs familles via 4 antennes en France. Nous regroupons ainsi presque l'ensemble des profils d'adoptés. J'entends par là des adoptions nationales, internationales, de tous les continents, et quel que soit le type de procédure d'adoption par lesquelles ils sont arrivés en France. Tous, sauf, et j'anticipe les questions ultérieures, des enfants de familles homoparentales. Je n'ai pas de réponse au pourquoi ils ne sont pas chez nous, peut-être parce que notre association ne les intéresse pas, ou peut-être parce qu'ils n'osent pas venir. Sachez, mesdames et messieurs, que pour certains adoptés, adhérer à une association d'adoptés est déjà lourd et difficile pour eux. Aujourd'hui donc, nous allons nous exprimer sur ce projet de loi. Avant tout, je tiens à rappeler que l'ensemble de mon exposé aura comme une seule ligne directrice l'intérêt supérieur de l'enfant et de la personne adoptée. Celle-ci doit être une base de réflexion et de décision, et l'enfant doit être au centre des débats. Nous ne sommes pas des accessoires ou des faire-valoir. Le droit de l'enfant n'est pas substitué au droit à l'enfant. On n'adopte pas un enfant à n'importe quel prix et ce ne doit pas être uniquement un désir d'adulte. Concernant le mariage, la Voix des adoptés ne se prononcera pas sur ce domaine puisque la notion de mariage n'implique pas forcément celle de l'adoption. Nous représentons une association d'adoptés, pas de personnes qui souhaitent se marier. Concernant l'adoption, nous nous interrogeons dans un premier temps sur les termes du Code civil, du Code de la famille et de l'action sociale évoqués antérieurement, notamment sur un thème de père et de mère qui vont être supprimés. Nous avons entendu que la suppression ne serait pas totale, mais concernerait certains articles de loi. J'attends cette confirmation puisqu'elle nous interroge effectivement à titre d'application, notamment dans des actes concrets de la vie quotidienne des adoptés, soit l'acte de naissance et le livret de famille. Est-il possible d'écrire noir sur blanc sur l'acte de naissance où il est inscrit clairement transcription d'adoption plénière, né dans le cas par exemple d'une adoption plénière, né de... Je me pose la question, par exemple, quand c'est un couple d'hommes, est-il possible d'inscrire un enfant né de monsieur et monsieur, sachant que c'est un document qui présentera au quotidien toute sa vie, lors, par exemple, du renouvellement de sa carte d'identité. Concernant les futurs postulants et leur demande, je rappellerai un fait, c'est que nous, les adoptés, nous sommes les premiers les mieux placés pour savoir ce que deviennent les adoptés au sein de leur famille. À ce sens, la seule variable sexe ne suffit pas à définir qu'une adoption sera réussie. Ainsi, nous, les adoptés, certains d'entre nous avons été adoptés dans des familles hétéroparentales de CSP souvent très élevés, et malheureusement, nous sommes témoins que ces adoptions n'ont pas toujours été faciles. Certains ont connu même des évolutions très difficiles et, comme l'évoquait Hélène Charbonnier, voire de la souffrance et de la douleur au quotidien. La réussite, tout comme l'échec d'une adoption, ne dépend pas uniquement de la variable le sexe des parents. Si l'équation était aussi simple, ça se saurait. La même chose est valable pour l'adoption par des célibataires. L'expérience a prouvé, dans certains cas ça marche, dans d'autres cas non.
Adopter un enfant en couple, hétérosexuel ou homosexuel, ne signifie pas une stabilité de l'enfant ou de sa famille. En effet, certains parents ont adopté certains parents hétérosexuels ont adopté en couple et par la suite ont divorcé, se sont séparés, se sont recomposés. Il y a les décès, voilà, un ensemble de structures familiales qui existent également dans l'adoption, bien avant ce projet de loi permettant l'adoption par des couples de même sexe. Enfin, l'adoption par des personnes de même sexe existe déjà, nous l'avons déjà évoqué, mais de façon cachée et taboue. D'où une absence de préparation et d'accompagnement de l'enfant et du postulant. Ces adoptions se font actuellement sous le terme de célibataire. La loi permettrait aujourd'hui de rendre officielle une situation officieuse et pouvoir ainsi mieux accompagner l'enfant et ses parents dans ce type d'adoption. Là où nous émettons certaines réserves. Nous rappelons ici que les adoptés ne sont pas une page blanche. Ils arrivent avec un passé. Certains enfants, notamment ceux qui arrivent grands, auront peut-être déjà vécu dans des structures familiales, des familles parfois au pluriel d'accueil, peut-être aussi dans leur famille biologique, dans des orphelinats, aussi dans une autre culture où parfois l'homosexualité est critiquée. Ça peut être dans certains pays l'objet de décisions de prison, voire plus, de mort. Voilà, peut-être faire attention à comment préparer cet enfant pour être intégré et s'adapter au mieux dans cette nouvelle famille, cette nouvelle composition familiale. Comment va-t-il découvrir du jour au lendemain s'il n'y a pas de préparation antérieure à son adoption ? J'insisterai aussi sur l'importance de la figure maternelle. Ce n'est pas pour rien que la plupart des adoptés parlent souvent et avant tout de leur mère biologique. Effectivement, rarement le terme génitrice, mais plus souvent le mère biologique et de mère de naissance. Ce n'est pas pour rien. C'est une figure qui importe beaucoup, source de fantasmes, d'amour fusionnel, d'ambivalence aussi, puisque il y aura par exemple parfois des rejets, notamment envers la mère adoptive. Mais ces mouvements ne sont-ils pas légitimes ? Cet enfant n'a-t-il pas de souffrir après ce qu'il aura vécu, et notamment un abandon ? Et personne ne pourra me dire car aucun enfant ne peut être préparé à être séparé de sa mère biologique, quel que soit le moment et la manière. Je me pose donc la question du couple masculin. Ne serait-il pas nécessaire d'inclure, par exemple, un parrain ou une marraine, pour les deux cas, dans la procédure d'adoption, et ce, dès la demande d'agrément et dans les suivis post-adoption, afin d'équilibrer les représentations et les modèles parentaux. Avant tout, j'insisterai donc sur la notion d'accompagnement post-adoption. Par qui seront-ils faits ? Par quels moyens ? L'État a-t-il les moyens de mettre en place une réelle politique d'accompagnement post-adoption ? Nous, associations d'adoptés, sommes déjà démunis face à la demande et des demandes de plus en plus difficiles. Et ce, bien avant l'adoption par des couples de même sexe. Au niveau des types et des modes d'adoption, je parlerai une nouvelle fois rapidement, pour reprendre les termes du MASF, sur les questions des adoptions simples et plénières. De manière générale, nous nous prononçons plus favorablement à l'adoption plénière, puisque son caractère irrévocable inscrit l'enfant dans une filiation claire, nette et précise et dans l'avenir. Il n'y a rien de plus important pour l'adopter que de s'inscrire dans une sécurité affective, mais qui passe évidemment par des lois, le juridique et une filiation pleine et entière. Avant tout, et vous l'aurez compris, mon propos porte sur la question de la préparation des enfants. Je parle ici, par exemple, dans les pays sources. Y aura-t-il une mise en relation de l'État français avec les pays sources dans le cadre d'une procédure d'adoption par des couples de même sexe ? Y aura-t-il un guide prévu, des procédures spéciales pour préparer cet enfant? De quelle manière seront informés les pays sources de l'application de ce projet de loi? Quel accompagnement post-adoption y aura-t-il? Au niveau du développement de l'enfant, l'adoption ne se fait pas uniquement à un temps ponctuel, mais concerne bien des années, et je dirais même toute une vie. Si nous sommes aujourd'hui des adultes adoptés, c'est parce que nous estimons que nous sommes adoptés au présent et dans l'avenir. Nous ne disons plus désormais « j'ai été adopté ». Dernièrement et très rapidement, parce que le temps passe,
Je voulais juste revenir sur la question de la procréation médicalement assistée, sur laquelle nous sommes largement nuancés. La première raison étant que pour la question de la conception, effectivement, on pourrait, à ma connaissance, la PMA est d'abord une méthode médicale suite à une maladie ou une infertilité. D'ailleurs, dans l'adoption, combien de postulants de couples hétérosexuels sont passés par ce type de FIV, enfin, toutes les techniques de la PMA avant de devenir postulant à l'adoption? Je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement. Je pense donc effectivement que dans l'idée de ce texte de créer une égalité, les couples d'hommes et de femmes pourraient effectivement avoir ce même droit dans le cas uniquement où l'un des postulants, enfin en l'occurrence la femme, sera déclarée malade ou infertile. Parce que là, je me demande aussi, mais en créant une égalité, est-ce qu'on ne va pas créer une discrimination entre les couples d'hommes et les couples de femmes? Les couples d'hommes, dans ce cas-là, ne pourront pas accéder à ces types de PMA. Dans ce cas-là, comment résoudre l'équation? Là, je pense qu'on peut difficilement accéder à la GPA, qui me semble absolument pas du tout respecter les droits à l'enfant, et on oublie dans ce cas-là complètement le ressenti de l'enfant, et je dirais même le ressenti du fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. Voilà, dernière chose, la PMA pour moi ne doit pas être ouverte à tous. Je dirais dans ce cas-là ne pas oublier ces conditions premières qui sont de maladie et d'infertilité, parce qu'une nouvelle fois ce serait un détournement du but de la PMA à des fins purement individuelles, dans un pur désir d'adulte et qui ne respecterait pas les droits de l'enfant. Je rappelle que l'adoption, en vertu de la Convention de La Haye depuis 1993, est une décision de protection de l'enfance en matière de coopération, en matière d'adoption internationale. Cette mesure de protection de l'enfance est en dernier recours. Je rappelle qu'il y a aussi avant tout le principe de subsidiarité qui désormais est en place dans les pays sources et doit être une nouvelle fois, et je terminerai par ces mots, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci beaucoup, madame. Nous allons vous poser quelques questions, et puis après, je vous inviterai à répondre chacun à votre tour collectivement. Vous prendrez 2, 3 minutes, 5 minutes si vous avez besoin, en fonction du nombre de questions. Pour ma part, j'en aurai 3. La première concerne l'anonymat, lié à l'adoption plénière. Vous avez aussi parlé, Madame Charbonnier, vous avez parlé de l'anonymat du donneur en parlant de la GPA, de la PMA, excusez-moi. Et puis vous avez fait un lien avec la connaissance pour un enfant adopté de ses origines. Qu'est-ce qui est important pour un enfant adopté? Qu'est-ce qui est important tout court pour un enfant, en liant ces deux sujets pour lesquels le droit renforce fermement la nouvelle filiation des parents qui ont fait un enfant par PMA, et donc le géniteur, pour prendre un mot que vous ne voulez pas entendre, est oublié, en tout cas et n'existe pas, et l'adoption plénière pour les enfants adoptés, qui a une autre logique, mais qui part aussi du principe qu'on oublie, enfin en tout cas la filiation originelle, on va dire, n'existe plus. Est-ce qu'il faut remettre ces choses-là en compte? Une question sur l'obligation du mariage. Aujourd'hui, pour adopter, il faut être marié depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, si vous pensez que c'est suranné, par quoi peut-on le remplacer? Et puis, non, la troisième question, je ne vais pas la poser, vous avez répondu assez largement les uns les autres. Monsieur Xavier Breton. Merci, monsieur le rapporteur. 4 questions rapidement. La première, madame la présidente ou représentante d'enfance et famille d'adoption, présidente, voilà, madame la présidente. Vous avez indiqué qu'il n'y a pas aujourd'hui de discrimination par rapport à l'orientation sexuelle pour l'adoption. Il n'y a pas de possibilité. Et en même temps, vous indiquiez que dans la pratique, il y avait des couples qui masquaient leur sexualité. Alors c'était pour savoir si c'était une contradiction ou si vous faisiez référence, première fois, à ce que la loi disait, et en deuxième cas, à la pratique, et un peu approfondir ce point. Deuxième point, c'est donc le mouvement pour l'adoption sans frontières qui nous alertait d'une certaine manière sur les risques pour l'adoption internationale, en disant effectivement, si nous offrons la possibilité d'adoption par les couples de personnes de même sexe, on risque d'avoir des pays qui nous refusent, s'ils se savent,
de pouvoir adopter des enfants originaires de ces pays. C'est pour savoir si c'était un sentiment partagé par les autres associations. Le troisième point, l'adoption par les célibataires, qui est une espèce d'anomalie juridique, enfin elle existe, hein, tout à fait, mais qui est incohérente par rapport au reste de notre droit de la filiation, pour savoir si dans la pratique, il y avait eu un bilan qui avait été fait. Est-ce que cette adoption est comme les autres, ou est-ce qu'au contraire elle est différente? Voilà, c'est pour savoir, parce qu'effectivement c'est un sujet, on tourne autour, mais ce serait intéressant de savoir si dans la pratique, vous-même, vous avez une lecture particulière de cette adoption par les célibataires. Dernier point, est-ce que vous avez déjà réfléchi, si ce texte devait être adopté, sur les critères de sélection qui pourraient être faits pour la répartition des enfants? Est-ce que c'est interrogé pour savoir si un enfant adopté ira dans un couple où il y aura un homme, une femme, ou un couple où il y a 2 hommes, ou un couple où il y a 2 femmes? Pour vous, c'est indifférent. Donc c'est une question qui ne doit pas se poser parce qu'il y aura une discrimination, ou est-ce que ça a une raison d'être? Et à ce moment-là, quels seraient les critères de répartition? Je vous remercie. Pierre Lécuyer, je vous en prie. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question similaire à celle qui vient d'être posée sur l'adoption internationale. Je crois que c'est Monsieur Chaumillier qui en a pas mal parlé. Et je voudrais demander effectivement si vous disiez vous-même qu'il y avait une réduction du nombre, une réduction assez importante du nombre d'enfants qui peuvent être adoptés sur le plan international. Et je voulais vous demander, si vous en avez parlé, mais si vous avez une idée de la proportion de baisse de cette possibilité si nous adoptions cette loi, puisque comme vous l'avez indiqué, il y a un certain nombre de pays qui s'opposeront à la possibilité d'adoption dès lors que nous aurions adopté la loi sur le mariage homosexuel. Je crois que c'est... Je suis désolé, mais on voit pas bien les noms d'ici. Enfin, toutes les deux, d'ailleurs, en ont parlé, Madame Hélène Charbonnier et Madame Cécile Février. Évidemment, et d'ailleurs, vous l'avez tous dit, l'importance de privilégier le droit de l'enfant au droit à l'enfant. Et je crois que c'est... Vous l'avez tous dit, et je crois que c'est effectivement très important. Mais je crois que c'est Madame Février qui a parlé de la nécessité de, si j'ai bien compris, la représentation dans l'esprit de l'enfant du modèle parental. Et si j'ai bien compris, vous avez suggéré la possibilité de marraine. Ou j'aimerais que vous reveniez sur cette idée, parce que je voudrais avoir votre proposition de façon claire. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Lécuyer. Écoutez, Madame Février, on va commencer par vous et nous finirons par Madame Parent, puisque vous êtes directement à l'adresse d'une question. Nous vous écoutons. Alors, juste, je reprends mon texte. Donc, effectivement, essentiellement sur la question du droit de l'enfant, pour nous, elle est essentielle. Je crois que c'est surtout un rééquilibrage à faire entre le droit à l'enfant est légitime. Hein. On ne peut pas reprocher à des personnes de vouloir un enfant et d'avoir un désir d'enfant. Je crois qu'on parle surtout de rééquilibrage. C'est pas uniquement un droit de l'enfant qui doit être supérieur, mais un rééquilibrage. Sur ma question, attendez, excusez-moi, je cherche mon texte précis. Voilà. On était là. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans l'adoption, enfin, avant l'adoption, l'adopté existe. C'est-à-dire que c'est un enfant lambda, et donc il naît. Voilà, il a une naissance, hein, que ce soit en France, à l'étranger, il naît. Cette naissance, c'est forcément, naturellement, à mon sens, sauf via des techniques scientifiques, mais de façon biologique. Donc, dans tous les cas, il va être conçu. Alors, certes, effectivement, dans l'adoption, cette grossesse n'est pas toujours désirée.
c'est vrai. Cependant, il va naître d'une personne. Comme l'a rappelé Madame Charbonnier, c'est que parfois, et on n'a pas besoin d'être de grands psychologues pour désormais savoir que dans le ventre, le fœtus vit, surtout au bout de 9 mois, et qu'il ressent d'une certaine manière, et que personne n'oublie un accouchement. Du moins, toutes les femmes, je pense, qui ont accouché, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain, même si on laisse son enfant, si on met son enfant en adoption. Cet enfant-là, il va garder des traces biologiques. L'ADN, on l'a en nous, même qu'on soit petit ou grand, on va grandir avec ce même ADN. Voilà. Donc ça, c'était pour rappeler le contexte, je dirais, pré-adoptif sur lequel je voulais insister de l'enfant et rappeler que dans tous les cas, l'adopté naît d'une personne, en l'occurrence, même si le père biologique est parti, il naît d'une mère biologique. Et effectivement, on insiste vraiment sur ce terme mère biologique ou mère de naissance, et le terme géniteur, vraiment j'insiste dessus, est très 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 rarement utilisé. Éventuellement, le terme, je dirais, limite le plus réducteur utilisé, c'est la femme je parle au nom des adoptés, qui m'a mis au monde. Donc il n'y a peut-être pas le mot mère, mais comme vous le dites, monsieur le député, effectivement, il y a ce lien biologique et de naissance. C'est là où je tiens à préciser qu'il y a un rappel comme ça à la naissance. Et d'ailleurs, les adoptés, quand ils font leur démarche, ou qui se posent la question de leur démarche de recherche de parents biologiques, nous disent souvent bonjour, je voudrais trouver ma mère biologique. Voilà, le terme est posé comme ça. Alors, c'est vrai que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière, mais c'est pas pour rien que cette personne est source de questionnement. Pourquoi m'a-t-elle abandonnée ? Il y a souvent ce fantasme derrière de la Vierge Marie là, qui porte l'enfant dans ses bras, un peu idéalisé comme ça. Voilà, c'est pourquoi m'a-t-elle abandonnée. Dernière chose, c'est aussi que cet abandon va avoir des répercussions dans la vie de l'enfant au niveau de la post-adoption. Nombre d'adoptés expriment, comme je l'ai dit et je l'ai évoqué, de l'amour, parfois pulsionnel, fusionnel envers leur mère adoptive. À un autre moment, ce sera de la haine, ça peut aller très loin, c'est de la violence verbale et parfois physique. C'est un trop-plein d'émotions qui permet d'exprimer ce qu'on appelle la blessure primitive d'abandon. Je ne dis pas que c'est normal, je dis juste, est-ce que ce n'est pas légitime que les adoptés s'expriment et éprouvent leurs émotions, même plusieurs années après, et je peux vous dire que ça peut durer très très longtemps. Là a été ma question d'inclure un parrain ou une marraine dans la question, en me disant, voilà, il y a des couples d'hommes, il y a des couples de femmes, ok, pourquoi pas. Maintenant, comment l'adopter pourra exprimer cette ambivalence qu'il a au sein même d'une mère, enfin d'une personne en l'occurrence, s'il a effectivement de père ou de mère. Donc ma proposition était pourquoi ne pas inclure dès la procédure d'adoption, dès la demande d'agrément, un parrain ou une marraine qui fasse partie de la préparation et de l'accompagnement, effectivement, par exemple, dans la post-adoption. Je vous en prie, monsieur Lequillier. Oui, donc c'est bien ce que je croyais avoir compris, c'est que vous considérez que le fait qu'un enfant ait deux pères ou deux mères, il éprouve le besoin d'avoir, et vous proposeriez un parrain ou une marraine, selon les cas, de façon à ce qu'il retrouve dans son esprit l'existence d'un homme et d'une femme. C'est ça l'idée de votre parrain et marraine, si j'ai bien compris. Et deuxième chose que j'aimerais vous poser plus généralement, vous connaissez évidemment, je suppose, des cas d'enfants adoptés dans des familles d'homosexuels, soit à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des situations différentes? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont très heureux, et des enfants qui sont malheureux? Enfin, quelle est la proportion? Est-ce que ça pose problème ou pas? Notamment... Madame Charbonnier, vous voulez répondre? Peut-être je vous sens vous concerter. Qui veut répondre? Madame Février, allez-y.
pour revenir sur votre première question, je pense que l'enfant peut tout à fait se construire avec un couple d'hommes et un couple de femmes, mais qu'il n'est pas, qu'il est peut-être nécessaire d'inclure effectivement une tierce personne, non pas en ayant des droits sur l'enfant, je ne parle pas du statut de tiers, j'insiste là-dessus, mais en étant un accompagnateur et peut-être un modèle représentant par exemple le sexe opposé du couple de parents. Compris. Voilà. Mais j'insiste, je ne parle pas du statut de tiers. Ça ne veut pas dire qu'il aura des droits. Pour la question des célibataires, donc du point de vue des adoptés, parce que là je laisserai la parole aux associations de parents s'exprimer sur les célibataires. Et bien de la même manière, comme je l'ai dit au début, on a tout vu. Je dirais qu'il y a des familles de célibataires qui ont réussi que leur enfant s'est très bien développé, et d'autres où ça a été plus compliqué. Mais je pense qu'une nouvelle fois, le seul facteur célibataire n'est pas suffisant, parce que certains ont aussi réussi à trouver de l'aide, de la même manière que là on parle de parrain-marraine, mais on d'emblée inclut un grand-père, un oncle, un cousin dans la famille qui ferait office de référent du sexe opposé, si c'est la question par rapport au sexe. Voilà, mais tous les cas sont variables, et il y a, en tout cas moi de notre côté, chez les adoptés, il n'y a aucune généralité à faire sur l'évolution des adoptions par les célibataires. Madame Chevrier, vous voulez... Charbonnier, pardon, vous voulez rajouter? Non? Bon. Monsieur Chauminier. Sur l'obligation du mariage, alors là, je vous réponds un peu librement parce qu'on ne s'est pas concerté au sein du mouvement que je représente. En tant que citoyen, je trouve que, mesdames et messieurs les législateurs, vous nous avez fait un système compliqué. On le voit bien dans les débats qui ont lieu. Vous donnez le mariage au couple de même sexe, mais alors on commence par se poser la question sur l'état civil. Qu'est-ce qu'on va écrire? Père, mère n'en peut plus, donc on va mettre parents. Et puis il n'y aura pas tous les droits, c'est-à-dire que la PMA n'y aura pas droit. Donc on aurait pu imaginer un système simple dans lequel les couples homosexuels ont tous les droits du mariage, c'est pas le cas. Et puis après, ce que je comprends encore moins, c'est qu'est-ce qu'on fait du Pacs? Moi, j'avais cru comprendre il y a quelques années que le Pacs avait été inventé justement pour permettre des unions comme ça de personnes de même sexe. On s'aperçoit avec le temps, quand on regarde un petit peu le nombre, qu'il y a beaucoup d'hétéros qui l'ont utilisé. On aurait pu imaginer un système dans lequel l'adoption devenait permise pour deux personnes pacsées, ce qui, me semble-t-il, mais je ne suis pas juriste, aurait été beaucoup plus simple. Voilà. Donc je renvoie la balle dans le camp des contradictions des législateurs avec une certaine forme d'humour. Sur l'anonymat, derrière votre question, il y a, je vais le dire de manière encore un petit peu taquine et humoristique, mais permettez-moi de penser que vous avez un petit peu ce que j'appelle la conception saumon sauvage de l'identité des enfants. Alors, la conception saumon sauvage, c'est un psychiatre qui l'a utilisé, donc c'est avec toutes les formes de respect, évidemment. Ça voudrait dire que eh bien, vous naissez au fin fond de l'Allier, et puis vous allez vivre dans le Pacifique votre vie, et puis d'un seul coup, vous dites, ah bah oui, il faut que je retrouve mes origines, et donc vous remontez la rivière. Je crois que c'est pas du tout ça. Et ce qui est excessivement dangereux, c'est une identité imposée par un tiers. Or, j'avais envie de faire un aparté, n'y voyant aucune méchanceté, parce qu'il se trouve que j'étais il y a quelque temps à Auschwitz, et quelqu'un m'a fait remarquer qu'à Auschwitz, l'identité des Juifs était une identité forcée. Il y avait des gens qui assumer leur identité juive, certains qui la revendiquaient, certains qui l'ignoraient, et d'autres qui n'avaient rien à faire, et d'autres pour lesquels elle posait un problème. Vis-à-vis des enfants adoptés, souvent, c'est une identité forcée où on leur fout à la figure tes origines. Très vite, ça arrive dans le débat. Enfin, j'espère que collègue de la Voix des adoptés, je ne vais pas m'en contrarier. Et je me souviens, quand on regardait vraiment dans le détail ce qui se passait, il y a quelques années à la Voix des adoptés, vous m'aviez donné ce chiffre-là, il y a 50% des adoptés qui ont envie de connaître leurs origines, parce que ça peut soit être une curiosité, ça va jusqu'au trouble, même une difficulté psychologique. Et puis, pour les autres 50%, ils s'en moquent. Et ils vivent très bien comme ça. Donc, méfiance vis-à-vis de la plénière. Une plénière rompt une filiation, mais il n'y a pas de rupture de l'histoire.
sur l'adoption par les célibataires, alors là, c'est un gros débat. Si vous lisez le dernier ouvrage de Pierre Lévy-Soussan, par exemple, à la fin de son dernier chapitre, il dit « Moi, je reçois dans ma consultation beaucoup plus de femmes célibataires en difficulté qu'il n'y a de femmes célibataires qui adoptent. Donc, il y a plus de problèmes parmi les femmes célibataires que parmi les autres familles adoptives. » Et il dit... ça, je le crois. Et puis, il dit, oh, bah, ça doit être pareil dans toutes les consultations de France. Bon, admettons qu'il ait discuté de ça avec ses collègues. Je veux bien accepter encore. Donc, sa conclusion, c'est de dire, et voilà, c'est plus compliqué pour une mère célibataire d'adopter que pour une famille avec un père et une mère. Sauf que ça, c'est vrai statistiquement à une condition qu'on appelle toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'on confie aux mères célibataires les mêmes enfants que les autres. Et il y a une étude qui a été publiée dans Science en décembre 2009, donc quand même l'une des 2 revues les plus prestigieuses en sciences dans le monde, où des gens ont étudié le devenir d'enfants adoptés dans des orphelinats roumains. Et comme ils savent qu'on n'envoie pas n'importe quel gamin dans n'importe quelle famille, ils ont fait une distribution tirée au hasard des gamins qui iraient dans telle ou telle famille. Et c'est ça qu'il faut faire. Or, dans le cas des familles, des familles monoparentales, des mères célibataires, sur un exemple que je connais très bien, j'ai adopté en Colombie, donc là je suis sûr de moi, je ne vais pas dire de bêtises, on confie aux mères célibataires les enfants les plus difficiles. Parce que derrière, on a quand même un certain modèle parental. Donc les enfants dont tout le monde veut, c'est-à-dire en gros, et ce n'est pas une critique, petits et en bonne santé, eh bien ils vont vers les familles qui correspondent le plus aux modèles habituels, c'est-à-dire un homme, une femme en bonne santé, riche, jeune, des critères qui sont comme ça. Et donc ceux qu'on n'arrive pas à caser, eh bien, on les donne à des familles qui sont les plus atypiques. Et peut-être qu'il y a là une place pour les couples homosexuels. Bien, Monsieur Lasserre, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, mais justement, j'allais le faire. Alors, donner une idée sur la proportion de baisse si la loi était adoptée, j'allais vous dire, en France, on n'aura pas besoin de ça. Je vais être moi aussi un peu caricatural. Il y a quelques années, on était à 4000 adoptions en France, on est passé à 3000, aujourd'hui on est à moins de 1500. Les Espagnols, que je sache, ont permis le mariage entre gays et lesbiens. Ils ont cette année, ils ont une baisse au cours des dernières années de moins de 20%. Donc, plutôt que de s'interroger, sur, et c'est tout notre propos, plutôt que de s'interroger sur l'impact, de la baisse que pourrait avoir cette loi, on ne sait pas le quantifier aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut regarder les exemples belges et les exemples espagnols, qui sont quand même proches de nous, puisque c'est de part et d'autre de nos frontières. Eh bien, dans ces 2 pays, il y a des baisses moins importantes que les baisses françaises. Donc nous, on fait moins bien que ces gens-là. Et je crois qu'on fait moins bien que ces gens-là parce qu'on est beaucoup moins organisé et on a beaucoup moins évolué au niveau de l'adoption internationale que ne l'ont fait nos voisins. Et je crois que ce que l'on demande, en tout cas au MASF, c'est qu'on aille voir ce qui se passe en Espagne et en Italie. Dans un cas, un pays qui a adopté une loi permettant le mariage par les couples gays et lesbiens. Dans l'autre cas, un pays qui est réfractaire aujourd'hui. Et de se poser pourquoi ces 2 pays ont des baisses du nombre d'adoptions. Ça, c'est international. Un article dans Le Monde mentionnait récemment que la France était comme les États-Unis et avait au cours des 5 dernières années des baisses d'adoption de l'ordre de 60%. Je dirais Le Monde n'était pas allé voir toutes les sources et j'invite tout le monde à aller voir les travaux du SSI qui est à Genève, qui publiait dans le mois de novembre ces statistiques et qui montrent clairement que la France est à la traîne parce qu'elle n'a pas réformé son système de l'adoption internationale. Et j'allais dire, le fait qu'on adopte la loi ou pas, ça va à mon avis pas changer grand-chose. Sur la réduction du nombre d'enfants, qui était votre deuxième question, Monsieur Lécuyer, le point est simple selon moi. Je crois que j'ai déjà explicité, c'est on n'a pas su se réformer au cours des dernières années. Il y a 2 ans, les organismes agréés pour l'adoption, selon le responsable du service pour l'adoption internationale, devaient être structurés, professionnalisés, renforcés. Il n'en a rien été. Madame Parent. Les derniers mots vous reviennent. Difficile. Je rejoins tout à fait Marc Lasserre en ce qui concerne l'adoption internationale. La Belgique, qui, comme l'a dit M. Choumillet, accepte l'adoption par les couples homosexuels depuis 2006, adopte à l'international exactement dans les mêmes pays que nous.
Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'adoption de cette loi qui autorisait les homosexuels à aller adopter que les pays ont fermé leurs portes à la Belgique. Par contre, je pense que ce qui est excessivement important, et ça va répondre en partie à votre question au niveau de l'agrément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est absolument indispensable qu'à ce moment-là, les projets soient transparents. Aujourd'hui, on ne peut adopter qu'effectivement que les couples mariés depuis 2 ans ou ayant plus de 28 ans ou les célibataires, donc de plus de 28 ans. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les couples homosexuels ne peuvent donc adopter qu'en célibataire, vont donc faire les évaluations peut-être en couple, mais le plus souvent en cachant une grande partie de leur vie. Et ce qui veut dire que ces personnes se présentent comme des célibataires. Un seul va suivre l'agrément, va être titulaire de l'agrément et vont se présenter également dans les pays d'origine comme des célibataires. Ce qui veut dire qu'un enfant, et je reviens, comme le disaient mes collègues, sur l'intérêt de l'enfant, on lui présente son arrivée dans une famille monoparentale et il se retrouve dans une famille homoparentale. Et ça, par contre, ça ne doit plus exister. Et il est indispensable que l'on soit transparent dans les projets et que l'on présente, que ce soit en France ou à l'international. Ensuite, vous me demandiez quels critères de répartition, ce qui m'a fait sursauter. Il n'y a pas de critères de répartition. On repart de l'histoire de l'enfant, des besoins de l'enfant. L'enfant, il y a eu une gestation pendant 9 mois. Il est né, même quand il est petit, en bonne santé. Il n'est pas une page blanche, comme disait, c'est toi Hélène, je crois, ou Cécile. L'enfant, il a déjà une histoire. Et on repart bien de cette histoire-là, des besoins de cet enfant-là, pour lui trouver la meilleure famille possible. Et cette famille, elle est hétérosexuelle, homosexuelle ou célibataire, quelle que soit la tendance sexuelle de cette personne. C'est bien lui trouver la meilleure famille par rapport à ce qu'il est. Et c'est ça qui est primordial dans l'adoption. Ce n'est pas de mettre en relation, parce que ça arrive au même moment, un dossier de parents et un dossier d'enfants. En ce qui concerne les célibataires, je crois que c'est Jacques Chemillier qui a répondu. Effectivement, l'adoption par les célibataires est ouverte depuis 1923, suivi la Grande Guerre. Les célibataires sont d'aussi bons parents que les couples. Je crois que la question n'est pas là, mais bien effectivement sur le fait que les enfants qui leur sont confiés sont souvent des enfants qui ont déjà une histoire très difficile, qui ont été victimes de maltraitance, qui sont des enfants qui vont arriver à 10 ans, 13 ans, qui sont des enfants dits entre guillemets, à besoins spécifiques. Et donc, ces personnes ont des adoptions qui vont être beaucoup plus compliquées parfois qu'effectivement, pas toujours, je ne fais pas de généralité, bien que ce soit difficile, mais que d'adopter un enfant petit en bonne santé, bien que ça ne soit pas non plus un gage de réussite. Concernant les échecs d'adoption, est-ce que ça existe? C'est-à-dire à quel moment on va aller pointer l'échec d'adoption? Est-ce que ça va être au moment où l'enfant arrive et où l'attachement ne se fait pas? Est-ce que ça va être au moment où il va y avoir une crise d'adolescence qui va être effectivement peut-être un petit peu musclée? Ou est-ce que ça va être 10 ans, 15 ans plus tard? On parle d'échec d'adoption quand on regarde à un moment donné et on se dit, bah là, ça va pas, puis là, ça va. Mais parler globalement d'échec d'adoption, on ne sait pas. La vie d'un adopté, comme la vie de ses parents adoptifs, elle va durer plusieurs dizaines d'années. Et ça va être tout au long de ces années-là qu'il va pouvoir y avoir peut-être un échec, mais peut-être pas. Ce qui va être un échec aux 18 ans de l'enfant, enfin du jeune, ne sera peut-être pas à 30 ans. Il va peut-être avoir regagné sa famille adoptive et avoir des liens tout à fait classiques. Je crois qu'aujourd'hui, et j'en terminerai par là, je reprendrai ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'il est indispensable que si cette loi est votée, que les évaluations et que les projets de tous ceux qui veulent être parents par adoption soient le plus transparents possible. Merci.
Merci. Je crois que nous avons entendu ce message. Je vais vous poser quand même la question à laquelle je crois que vous n'avez pas répondu. Est-ce que le mariage comme condition d'adoption doit être levé ou est-ce que ça vous semble une évidence? Ça vous laisse sceptique? Oui, les 2 ans de mariage. Ou le mariage tout court. Bonne question. Je crois qu'on me l'a dit. Alors aujourd'hui, un célibataire peut adopter. Est-ce que le mariage, je vous avoue que... Bon, d'accord. Pax, pourquoi pas hein, c'était la remarque de Jacques Chaumillier tout à l'heure. Je vous rappelle quand même qu'il est prévu aussi qu'une personne seule peut adopter. Oui, je suis d'accord avec ça. Couple. Je suis d'accord avec ça. À condition que le conjoint soit d'accord. On est d'accord. Personnellement, je connais aucun cas pratique. Donc, je ne sais pas pourquoi le législateur a inventé ça. Je suppose qu'il y en a peut-être eu un. Personnellement, moi, si on l'avait autorisé au PACSé, c'est une demande de assez longtemps. Enfin, pas de nos associations, mais on entend dans la société civile depuis longtemps des gens qui demandent que les gens PACSé aient le droit d'adopter conjointement. Madame Charbonnier, oui. Oui, pardon. Madame Charbonnier, vous voudrez rajouter un mot dit. Oui, non, je voulais juste ajouter une précision sur 3 petits points. Sur la question que vous me posiez de l'anonymat, parce que je pense que c'était... vous m'avez... Réaction à ce que vous avez dit, effectivement. Voilà, ouais. Exactement. Je pense que la différence essentielle, non pas... se pose au niveau du pouvoir de décision. C'est-à-dire que dans le cas d'une PMA... c'est le couple dont l'une des 2 personnes va être inséminée ou faire la FIV, qui est aussi la personne qui va élever l'enfant. Donc, il y a une pleine maîtrise de ce couple-là sur la survenue de l'enfant au monde, ses conditions d'arrivée au monde, et ensuite, c'est le même couple qui va adopter l'enfant. Dans le cas de l'adoption, que ce soit même nationale ou internationale, la différence, c'est que le futur couple adoptif n'a pas ce pouvoir de décision sur les conditions d'arrivée au monde de l'enfant, si vous voulez. Donc la différence, elle est là. Et un autre petit point rapidement, juste pour réagir par rapport à ce que disait M. Jacques Chaumillier, il faut bien faire la distinction entre les personnes adoptées qui envisagent de faire des démarches pour retrouver leurs origines, où ils pensent, ou ils n'y pensent pas. Je ne suis pas sûre que ce schéma soit le bon. Je pense que nous, quand on est adopté, le simple fait d'avoir été abandonné, adopté ou de ne pas connaître tout ou partie de ses géniteurs, c'est vraiment ce qui détermine notre construction identitaire, c'est vraiment ce qui détermine la manière dont on est et qui va même façonner notre rapport au sexe opposé, à la société. Et c'est vraiment super déterminant dans la propre construction de ce qu'on devient, parce qu'on est un adulte en devenir quand on est enfant. Et alors, effectivement, c'est déterminant, donc on y pense. Ça ne veut pas dire qu'on va pas entreprendre des recherches. Ça veut juste dire que c'est quelque chose qui nous détermine, c'est quelque chose qui nous interroge. Plus généralement, quand on a passé le cap de l'adolescence, mais c'est pas pour autant qu'on va aller dans le pays source rechercher ses origines. Voilà. Après, chacun a ses propres capacités de remettre en question la filiation et la fiction de la filiation. Et chacun ira ou pas dans le pays d'origine, mais ça n'empêche pas qu'on y pense et que ça nous détermine. Et tout ça, c'est lié avec l'aspect le jugement sur l'échec de l'adoption. Et je pense que c'est effectivement une question qui doit être bien clarifiée pour déterminer et définir qu'est-ce que c'est que l'échec, quelles sont les diverses graduations de l'échec, parce qu'on ne peut pas faire de raccourci ni en parler là lors de l'audition en 5 minutes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Comme je dis tout à l'heure, on peut être complètement dans le chaos le plus total intimement alors que tout va bien en surface. Et pour finir, j'aurais peut-être une demande à vous formuler. C'est de pouvoir, dans le cas où le projet de loi soit voté, de pouvoir avoir peut-être en amont, si possible, une totale transparence sur le contenu des projets des textes, des futurs éventuels décrets d'application ou règlements, à partir du moment où il pourrait éventuellement impacter le code de la famille, de l'action sociale. Et pour que ça vienne directement auprès du CSA, pour qu'on puisse aussi collaborer au niveau du CSA avec les propositions d'élaboration des décrets. Je ne peux pas ici m'engager pour le gouvernement, évidemment, et vous donner certitude que s'il y a renvoi vers des décrets d'application, leur contenu soit
soit déterminé, et en tout cas, oui, soit déterminé à l'avance. C'est difficile pour moi de parler. Pour le législateur, en revanche, les discussions que nous avons depuis le début, et puis le cadre de la loi, ou du projet de loi tel que nous le discutons aujourd'hui, n'envisage pas une réforme de l'adoption. Vous avez tous appelé de vos voeux le souhait de cette réforme, et sachez bien que je ne peux pas parler pour le groupe UMP, mais c'est quelque chose qui est présent au sein du groupe majoritaire, le groupe socialiste. En même temps, la question de savoir si on le met dans ce texte-là ou dans un texte, par exemple un texte que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a appelé de ses voeux sur la famille, se pose réellement. Voilà. Donc nous parlons d'adoption, effectivement, puisqu'il y a là par le mariage pour les couples de même sexe, on entraîne l'adoption à leur égard, enfin à leur profit, et donc du coup on parle d'adoption. En revanche, est-ce que c'est le bon vecteur pour embrasser tout le champ des réformes d'adoption dont vous avez commencé à initier un certain nombre de questions? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. En tout cas, nous allons continuer de cheminer jusqu'au 20 décembre dans les commissions pour pouvoir répondre aussi à cette question. Madame Parent, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste répondre à votre question concernant les couples non mariés, si le mariage était indispensable. Je crois aujourd'hui, plus de la moitié des enfants naissent hors mariage. Je crois que c'est une réalité. Les familles sont multiples. La réalité de l'adoption, c'est que au niveau, en tout cas international, les législations des pays dans lesquels on adopte aujourd'hui ne reconnaissent les adoptions que par les couples mariés ou les célibataires. Ce qui veut dire qu'ouvrir l'adoption aux concubins pourrait peut-être être en France une possibilité, mais à l'international, à ma connaissance des législations internationales, très peu, voire pas du tout, reconnaissent le concubinage comme des personnes susceptibles d'être des parents adoptants. Par contre, avoir une multiplicité de familles, de formes familiales par rapport aux enfants qui aujourd'hui attendent des parents, c'est effectivement leur donner la possibilité de vivre dans une famille, d'avoir une famille, d'avoir des parents, pour des enfants qui aujourd'hui ne sont pas les enfants, bien évidemment, petits, en bonne santé, trouvent facilement des parents. Par contre, les enfants dits à besoins spécifiques, les enfants grands, les enfants en fratrie, les enfants porteurs de handicap, les enfants malades, eux ont beaucoup plus de difficultés à trouver une famille, et que plus il y aura des familles, quelle que soit leur forme familiale, mais qui seront préparées pour ces enfants-là, plus ces enfants-là, au lieu de vivre dans des institutions toute leur vie, pourront trouver une famille. Merci, parents. Merci tous d'être venus cet après-midi. Merci, mes chers collègues, et à la semaine prochaine pour la suite de nos éditions.